vous allez bien? Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Mélodie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Très bien et merci à toi pour cette belle invitation. C'est un plaisir d'être là et de venir parler expérience client avec vous. Yes. Alors du coup, justement, on va parler d'expérience client. Comment est-ce que toi, tu t'es lancé? Quelle est aujourd'hui ton activité? Qu'est-ce que tu fais réellement de ton quotidien pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es et le parcours que tu as eu dans l'entrepreneuriat? Alors, je me suis lancée il y a 2 ans, presque tout pile, parce que c'était le 20 janvier 2022, du coup. Donc voilà, c'était il y a 2 ans. Moi, je me suis lancée après quasiment 10 ans de salariat dans les métiers de l'expérience client, surtout dans le luxe, donc chez Dior en France, à l'étranger, dans l'hôtellerie de luxe. Et puis, après 10 ans, ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais en fait, je savais pas quoi faire. Vraiment, je me disais, je vois pas quelle est ma valeur ajoutée, je comprends pas. Et puis la peur, bien sûr, de dire, ah là là, mon CDI, nanani, nanana. Mais c'était même pas tant la peur, moi, c'était vraiment, je sais pas quoi faire, j'ai aucune valeur ajoutée. Enfin voilà, le truc un peu classique. Et puis en fait, en me repenchant sur mes précédentes expériences, etc., je me suis dit, en fait, c'est quoi que tu sais mieux faire que tes collègues? Tout simplement. Déjà, commençons par un truc. Et je me suis rendu compte que moi, vraiment, ce qui était complètement naturel pour moi, c'était de m'occuper des clients relous. Voilà. De dire un peu les clients relous. Partout où je suis passée, dès qu'il y avait des clients un petit peu grincheux ou un petit peu plus difficiles que les autres, on me les envoyait toujours. Et moi, ça se passait toujours hyper bien avec ces clients. Et voilà, en creusant un petit peu, en faisant ma petite introspection, je me suis rendu compte que c'était tout simplement que j'arrivais à créer un lien, à leur offrir un beau moment et surtout un truc que j'adore faire et que du coup je fais très bien, c'était de manipuler et un peu maîtriser les émotions des autres et de me dire, bon, bah, ce client qui arrive hyper en colère, je vais utiliser les bons mots, les bonnes phrases, la bonne manière de faire pour qu'il reparte en étant content. Et je me suis dit qu'il y avait un petit filon là-dedans. Donc, j'ai osé quitter mon CDI. J'ai osé quitter mon CDI aussi parce que j'ai fait un mini, pas un burn-out, je veux pas dire non plus que j'ai fait un burn-out, mais j'ai un peu craqué à un moment pour vraiment une bêtise. J'étais dans l'hôtellerie et j'ai un client qui m'a posé une question qui m'a agacée et j'ai complètement... Alors, je vais très bien parler à mon client, mais 5 minutes après, quand ma chef est venue me dire «Ça va, Mélodie?» J'étais là, non, j'en veux plus, je veux plus. Donc voilà, du coup, j'ai posé ma démission en juin ou juillet, je crois. Et j'ai fini mon contrat en octobre 2021. J'ai mis un peu de temps pour voilà, réfléchir vraiment à ce que je voulais faire et tout. Et j'ai ouvert l'auto-entreprise, du coup, en janvier 2022. Et je me suis dit que bah, j'allais conseiller justement les autres entreprises à bien gérer leur relation client, leur expérience client, parce que j'avais vu à quel point, en fait, c'était important pour un business. Donc voilà pour comment j'en suis arrivée là. Et ce que je fais aujourd'hui, du coup, bah, c'est assez varié, mais voilà, j'accompagne tout type d'entrepreneurs dans la création d'une expérience client sur mesure, dans l'amélioration de leur relation client, justement de la gestion de ces émotions, des émotions de nos clients, de nos prospects. Et donc, voilà, je les aide à créer vraiment des parcours aux petits oignons, adaptés à leur offre, à leur cible. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que le fait d'avoir eu une expérience comme ça sur le terrain, donc en physique, Mm. est-ce que tu as ressenti un challenge de l'adapter au niveau digital? Parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler d'expérience client, de customer care, de prendre soin de ses clients, de ses prospects, voire même juste d'une communauté que l'on peut voir Ouais. sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as ressenti un certain challenge? Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en entendent parler, qui veulent probablement se lancer ou qui veulent tenter le truc, mais qui ne savent pas réellement comment, parce que ben, on parle souvent d'expérience client, tu vois, ben, tu parlais très bien de marketing de luxe. Moi, j'ai étudié aussi le marketing de luxe et c'est vrai qu'en boutique, il y a vraiment une expérience qui est pensée, qui est réfléchie avec les odeurs, Ouais. avec le bruit et tout, avec le Complètement. merchandising. Au niveau digital, on n'a pas tout ça. Donc, comment est-ce que toi, tu as fait face à ce challenge de dire, ben, je vais adapter ce que je connais au digital? Ouais. C'était vraiment un coup de poker, j'y suis allée au bluff, hein, clairement, en mode fake it until you make it, parce que j'ai fait zéro formation. Moi, tout ce que je dis, tout ce que je partage, tout ce que j'enseigne, c'est que des choses que j'ai testées, approuvées sur le terrain, du coup.
Ma petite chance dans tout ça, c'est que j'étais à un moment charnière, je pense, dans le marketing aussi, quand j'étais en physique. C'est que j'étais de plus en plus quand même au contact, justement, dans les maisons de luxe, de OK, comment est-ce que maintenant on va transposer cette expérience-là pour nos influenceurs sur les réseaux et tout et tout. Donc, j'étais déjà un petit peu au contact de tout ça. Et puis, il y a très longtemps, parce que je suis un petit dinosaure, quand j'ai fait mon mémoire de master, du coup, c'était tout un mémoire justement qui était dirigé sur comment adapter les exigences du luxe dans la digitalisation de la consommation. Donc j'avais des petites bases, on va dire, mais j'ai clairement improvisé. C'est-à-dire que ma toute première cliente, j'ai eu la chance de la signer le jour où j'ai reçu l'immatriculation de mon auto-entreprise. Je travaille toujours avec elle aujourd'hui. C'est une formatrice en ligne. Ça l'est toujours. Et moi, en fait, je connaissais pas ce milieu, genre infopreneur, tout ça. Je savais même pas ce que c'était. Je découvrais le monde de l'entrepreneuriat digital. Donc, vraiment, j'avais aucune idée de ce que c'était. Mais je me suis dit, bon, t'es pas plus bête qu'une autre. Tu as quand même 10 ans d'expérience derrière toi. Tu as travaillé avec les clients les plus difficiles de la planète. Et je me suis dit, en gros, bon, c'est pas une petite formation en ligne qui va te, tu vois. Donc voilà, j'y suis allée un petit peu au culot et j'ai cherché simplement des moyens de me dire, bon, moi dans le luxe, on faisait ça. Comment est-ce que je peux retranscrire ça dans le digital? Quelle alternative je peux trouver? Comment est-ce que je pourrais le remplacer? Qu'est-ce qui s'en rapproche le plus? Et au final, on se rend compte qu'il y a plein de moyens de faire un parallèle et d'adapter ce qu'on vit en physique dans le digital. Et au contraire, c'est hyper inspirant d'aller chercher, de se challenger. Donc voilà, mais c'était clairement du bluff. Et du coup, face à toute cette expérience maintenant, parce que du coup, ça fait maintenant 2 ans Ouais. que tu fais ça, mais en fait, je pense que tu l'as toujours un peu fait dans ta vie. Est-ce qu'il y a des étapes que toi, tu as identifiées qui sont un peu standards par rapport à tous les secteurs d'activité? Parce que c'est vrai que quand on entend parler d'expérience client, on dit toujours, je vais leur offrir un truc à la fin, mais ça se passe bien avant l'achat, il y a plein d'étapes à considérer. Complètement. Toi, tu as réussi à adapter et à identifier certaines étapes clés pour justement réussir cette bonne expérience client tout en dépassant justement la barrière du digital. Oui, complètement. Déjà, la première chose, c'est le lien en fait qu'on va créer avec son client. Ça, c'est vraiment qu'on soit en physique, en ligne, peu importe le domaine d'activité. Ça, c'est vraiment la règle numéro un. Et moi, je l'ai vu aussi bien maintenant dans le digital et même avant en fait quand j'étais dans l'hôtellerie, ne serait-ce que les échanges qu'on a par email, par exemple. Avec les prospects, futurs voyageurs, etc., ça fait la différence. Parce que clairement, si tu envoies juste un email en disant, oui, on a de la disponibilité de telle date à telle date, c'est une chambre de 30 mètres carrés avec ça, avec ça, avec ça, ok, ça vaut tant, bon, on a les caractéristiques, ça fait pas rêver. Maintenant, si on fait un vrai message chaleureux, qu'on aide le client à se projeter, quand il lit l'email, il est déjà un peu en vacances, déjà, on lui offre une expérience complètement différente. Et donc, à prestation égale, ou même si nous, on est un peu plus cher, etc., le client, il aura tendance à venir vers l'email qui était le plus joliment écrit, qui l'aidait à se projeter, qui passait la meilleure émotion. Donc, clairement, c'est vraiment le lien, même quand on est en physique, en digital, c'est hyper important. Et encore plus quand on est entrepreneur digitaux, les liens qu'on va créer avec notre communauté, avec notre audience, c'est indispensable en fait. Soit on me dit ah oui, ça prend du temps, je viens de me lancer, j'ai pas envie de passer 3 heures par jour à discuter avec des gens, fais autre chose alors. Enfin, je suis méchante, mais au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que tu veux des clients qui en plus vont convertir, seront fidèles, etc. Ou est-ce que tu veux juste gagner de l'argent sans rien faire? C'est un peu, enfin pour l'instant moi j'ai pas trouvé la recette magique, mais voilà. Donc c'est ça, c'est qu'il faut vraiment en fait créer du lien. Donc ça, prendre le temps, investir de son temps pour aller échanger, poser des questions, connaître justement sa cible, ça va nous aider surtout et surtout ça va aider à mettre en confiance et donc à faire en sorte que la personne elle convertisse plus vite. Donc déjà il y a cette étape de bien accueillir sur ses réseaux, d'échanger et de pas tout de suite être là et dire salut, je suis Mélodie, je suis Customer Care Manager, si tu veux je t'aide à faire ton parcours client. Non, il sait déjà pas qui tu es. Donc c'est vraiment prendre ce temps-là et se dire que c'est un vrai investissement. Donc il y a beaucoup de retours et de bénéfices à le faire. C'est pas instantané du jour au lendemain, mais les retours sont tellement importants que vraiment on peut pas s'en passer quoi. La deuxième chose, je dirais, c'est l'accueil du client.
au-delà de j'offre un cadeau, parce que bon, bah, c'est bien si on peut offrir un cadeau, mais si tout le reste de l'expérience, elle est pas optimisée, ça sert à rien d'offrir un cadeau, et vaut mieux même ne pas offrir de cadeau et garder peut-être ce budget pour mettre en place des choses qui vont vraiment aider dans le parcours client. Mais par exemple, de bien accueillir le client, ça arrive très souvent, surtout. Alors, bien sûr, peu importe la valeur de son offre, mais surtout si on tend à aller vers du high ticket, si on a un produit qui a quand même une certaine valeur, le client achète, il fait confiance, il paye, et puis derrière, il reçoit un pauvre email, voire pas du tout d'email, ou un truc où il n'a pas toutes les informations, donc le client va se poser des questions. Ah oui, mais ça, je le fais comment? Ah, mais ça se passe comment? Nanana. Ben, tout de suite, il va se dire, est-ce que j'ai vraiment bien fait d'investir mon argent là? Est-ce que c'est aussi qualitatif que ce qu'on veut bien nous faire croire sur la page de vente? Ou alors il va se dire, ah ben quand même, pour le prix que j'ai investi, j'aurais pensé que voilà, j'allais avoir ça ou ça. Donc ça passe même par le PDF que tu vas envoyer. Est-ce que le PDF il est vraiment bien mis en forme, le design, la qualité des visuels, tout ça? Ça vient apporter un plus dans l'expérience client. Donc vraiment, le avant la création du lien, l'accueil, rassurer son client, donner toutes les informations. Et puis le suivi, en fait. Hein. On en revient au temps, accorder du temps à son client, s'assurer qu'il profite des outils qu'on met à sa disposition, que tout est fluide pour lui, lui poser régulièrement des questions, se remettre nous en question aussi. Mais c'est vraiment ça, la création du lien, l'accueil, donner toutes les informations et suivre son client jusqu'à la fin et même après. Ça, c'est vraiment des choses qui sont indispensables. Et c'est souvent, en fait, des choses qu'on met de côté parce qu'on se concentre sur le contenu de l'offre. Mon contenu, il est génial, j'ai mis toute la valeur, je surdélivre et tout. Ok, tu surdélivres en template, en vidéo, en tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu surdélivres en expérience, en suivi, en relation? Parce qu'au final, c'est de ça dont le client il va se souvenir. Du souvenir de l'émotion qu'il a vécue, de comment il s'est senti. Et donc, s'il est tout seul derrière ses 140 vidéos, il s'en fiche qu'il y ait 140 vidéos et templates et bonus, quoi. Donc, c'est vraiment ça, surtout investir de son temps, c'est primordial. J'aime bien parce que l'exemple que tu as pris, et là, on va démystifier un truc parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Tu as pris un exemple d'une personne qui t'a envoyé un email pour faire une réservation. Donc, Mm. l'expérience client se passe même avant Ah, mais l'achat. complètement. Et Complètement. tu vois, généralement, on se dit, oui, mais du coup, alors comment je vais l'accueillir? Ok, donc comment je vais le fidéliser? Comment je vais faire en sorte qu'il Ouais. m'aime bien et tout? Mais en fait, il y a tout qui se passe avant, le fait de créer ce lien humain de conversion, d'écouter la personne, de comprendre si notre offre va réellement bien correspondre à sa demande aussi. Pour moi, ça fait partie d'une bonne expérience client de lui dire, bah, non, ça t'appartient pas, ou non, ça ne va pas te convenir, ou non, ça va pas répondre à tes besoins. Euh, Est-ce que tu ressens aujourd'hui une certaine méfiance, quel que soit le secteur d'activité, mais c'est vrai qu'au niveau digital, il y a eu quand même pas mal de déboires, pas mal de problèmes, pas mal de trucs, et les gens ont besoin d'humains, ont besoin de vivre une vraie expérience. Est-ce que tu ressens que quand on prend contact avec une personne pour justement lui garantir cette bonne expérience, il y a cette méfiance de se dire, la personne, elle va direct me vendre quelque chose, parce que je l'ai déjà Mm. entendu, que la personne me dise, mais non, mais en fait, j'ai pas envie de l'accueillir parce que j'ai pas envie de passer un peu pour une marchande de tapis et j'ai pas envie que les gens pensent que je suis là juste pour vendre. Est-ce que toi, tu l'as déjà ressenti comme ça? Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour contourner le truc? Mm. Alors, moi, ça fait 2 ans que j'accueille mes abonnés, sauf j'avoue cette semaine où j'ai eu presque 200 abonnés en plus, j'ai pas eu le temps. Mais ça fait 2 ans que j'accueille mes abonnés, donc 2800 et quelques abonnés. Une fois, en fait, on m'a dit ah, si tu as un truc à me vendre, c'est pas la peine. C'était une personne sur 2800. Et en fait, encore une fois, tout dépend de la manière dont c'est fait et de l'intention qu'il y a derrière. Si on envoie un petit message d'accueil et que dans les 2 questions qui suivent, on essaye déjà de placer son freebie, son offre, son truc, dire ce qu'on fait, ben oui, clairement, c'est grillé. Dans ces cas-là, ça sert strictement à rien de faire un message. Moi, ce que je fais, c'est que vraiment, j'envoie un petit message. Alors moi, je fais des audios parce que j'aime bien déjà, c'est plus rapide pour moi. On entend mon énergie, si je parle avec le sourire, etc. Et tout simplement, je dis, bah, salut, un tel, bah, je suis super contente que tu sois là, merci pour ton abonnement, j'espère que tu passes une bonne journée. Bon, voilà, suivant quand est-ce que tu as passé un bon week-end, comment ça se passe la fin d'année, le début d'année. Bon, vraiment des trucs bateaux, juste pour lancer la conversation. Surtout pas des messages en mode salut, je suis Mélodie, merci d'être là, naninana, passe une bonne journée et tout, parce que bah, tu fermes la conversation. Donc la personne, elle n'a rien à te dire. Elle va dire, elle va liker, elle va te mettre un petit cœur à la limite, et puis voilà. Mais vraiment, juste poser des questions simples.
Et pas en se disant, ah ben comme ça, il va me répondre ça, et puis après, je vais enchaîner sur ça, et puis après, là, je vais placer mon offre. Non, c'est vraiment juste, on va échanger avec la personne. Et peut-être qu'il y a des personnes avec qui ça va pas forcément passer, on va échanger 4 5 messages, et puis basta. Et il y en a d'autres avec qui on va créer des liens de fou. Et ce qui fait que ces personnes-là, même si elles n'achètent pas tes services tout de suite, si dans leur entourage, elles ont besoin de quelqu'un qui fait de l'expérience client, elle va dire, ah ben va parler avec Mélodie, moi j'échange avec elle, elle est trop sympa, nani nana. Alors qu'elle n'a même pas acheté chez toi, elle va déjà te faire de la pub. Mais il faut vraiment y aller en étant désintéressé et pas en se disant, je vais lui parler pour placer mon offre. C'est, je vais lui parler pour créer du lien parce que sur le long terme, je vais vendre à elle ou à quelqu'un de son réseau. C'est sûr et certain. Et comme ça, et ça change tout en fait. Et normalement, si on a bien construit son réseau, que ce soit un LinkedIn, que ce soit un compte Instagram, quand on arrive, on sait qui tu es, on sait ce que tu fais, on sait quelle est ton expertise, on sait quelles sont tes offres, on sait si tu as un freebie en cours. Donc, tu n'as pas besoin de le répéter quand tu arrives. C'est quand la personne elle arrive et que tu vas l'accueillir, tu n'as pas besoin de lui dire je suis Mélodie, je suis Customer Care Manager et je fais ça. Ben non, elle le sait, elle vient de s'abonner, elle n'est pas complètement stupido. Donc, non, mais c'est ça, c'est qu'en plus les gens disent bah oui, je suis pas bête, je viens de cliquer sur abonner, je sais. Donc c'est vraiment juste y aller dans l'intention d'échanger. Et moi, à aucun moment, j'ai eu des retours négatifs et j'ai quasiment 100% de réponses aux messages. Donc ça, c'est hyper cool. Et en plus, ça lance des petites conversations. Ce qui fait qu'on se rend plus visible ensuite sur les réseaux de la personne. Au lieu de finir au fin fond de son feed et de ses stories, bah, on est plus mis en avant, donc il y a plus d'interaction. Donc toutes ces petites choses, ça fait un effet de malade, mais c'est encore une fois, et comme pour beaucoup de choses dans le business, je pense, c'est l'intention qu'on met derrière ça, quoi. Ouais. Donc, et vraiment y aller en mode, je connais cette personne depuis hyper longtemps, c'est ma pote, et je lui fais un petit coucou. Parce Ouais. que bien sûr, moi aussi, au début, j'étais là en mode, oh là là, qu'est-ce que je vais dire et tout. Puis un jour, je me suis dit, bon, vas-y, fais comme si c'était ta pote. Et donc, j'y suis allée franco, oh, salut, nanana, comme si je la connaissais depuis toujours. Et je me suis dit, bon, bah, ça passe ou ça passe pas. Et en fait, les gens, ils adorent. Et toujours, j'étais, ah, merci beaucoup, c'est trop chouette, nani, nanana. Donc, vraiment, non, y aller comme vous êtes. Si tu te casses la figure pendant que tu fais le message, bah, tu te casses la figure. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. La première année, je faisais beaucoup mes messages d'accueil audio pendant que j'étais en train de marcher avec mon chien, etc. Donc, des fois, chez moi, c'est un peu escarpé et tout. Ça m'est arrivé plein de fois de glisser. Donc, pendant que je fais mon message d'accueil, tu m'entends en train de glisser, de crier et tout. Mais c'est pas grave, je le laisse. Je renvoie un autre message en disant ah ben désolé, je me suis cassé la figure, j'espère que tout va bien, allez. Et les gens, ils se marrent, ils adorent. Donc, non, juste être soi-même et pas se poser de questions. Y aller vraiment pour le plaisir d'échanger avec quelqu'un, quoi. Ouais, le fait d'être humain et le fait d'être en fait hyper spontané, quitte à ce que tu vois, on n'ait pas réellement l'impression qu'il y a un pitch derrière et que tu es juste là pour bah, découvrir la personne. Ouais, c'est Est-ce ça. que toi, tu fais partie un peu de cette team qui est très timide, un peu introvertie et du coup, ça a été un peu un challenge pour toi et du coup, tu le disais très bien, je vais faire comme si c'était mon ami. Ou est-ce que ça a toujours été un truc naturel chez toi de dire, bah, en fait, j'aime bien les gens, j'aime bien échanger, j'aime bien communiquer, donc j'y vais telle que je suis et puis ça marche. Comment est-ce que, en termes de personnalité, tu te définirais? Alors, c'est très rigolo parce que moi, je suis considérée par tous mes proches, ma famille, mes meilleurs amis, comme, je cite, Mélo, la sauvage qui n'aime personne. Donc, moi, depuis que je suis petite, je suis catégorisée comme la fille qui n'aime pas les gens. Et ça a été très vrai pendant hyper longtemps, hein, pendant 23 ans, ça a été ça. Dans le sens où j'étais très intolérante. Et vraiment, j'étais en mode, bon, vas-y, si t'as rien d'intéressant à dire, me fais pas perdre mon temps. Enfin, voilà quoi, j'étais vraiment hyper intolérante et donc du coup si t'avais pas quelque chose de d'intelligent ou de positif à m'apporter, bah, je voyais pas l'intérêt de t'adresser la parole. Donc j'étais vraiment horrible. Ça m'est arrivé même d'avoir des personnes qui me parlent, de les regarder comme ça et de me barrer. Donc j'étais horrible, j'étais un vrai monstre. On est tous conditionnés d'une manière ou d'une autre par notre enfance, nos parents. Moi depuis que je suis toute petite, j'ai été considérée comme la chef de la famille, genre c'était moi qui allait réussir, j'étais le requin, c'était moi qui allais faire des grandes choses. Donc bah, pour moi forcément en mode bah, si c'est moi qui dois réussir, qui dois être maître du monde, bah, je dois pas avoir d'émotions, je dois pas montrer de signes de faiblesse, je dois pas être émotive, je dois pas être un bisounours parce que sinon je vais me faire marcher dessus et tout. Donc je me suis mis dans mon bon petit rôle de je marche sur tout le monde et c'est comme ça que je vais réussir. Et ça a bien marché, hein, ça m'a emmené jusque chez Dior, etc. Alors que j'avais rien à y faire, j'avais fait pas du tout les études pour, je venais pas du tout des bonnes écoles, je connaissais personne là-bas, j'y suis juste allée au culot. Donc, j'avais vraiment pas du tout les caractéristiques d'une meuf qui allait pouvoir
faire du customer care et de l'expérience client. Sauf que j'avais très envie d'aller dans le luxe. Et au final, mon challenge, c'était justement de faire quelque chose pour là où on ne m'attendait pas, en fait. Où est-ce qu'on t'attend pas? Ben, on m'attendait pas dans l'expérience client et dans le soin du client. Et donc, je me suis dit, moi, c'est là-bas que je veux aller. Et quand j'ai commencé à postuler chez LVMH, je leur disais, ben voilà, moi, je veux faire ça, ça, ça ou ça. Si vous me proposez pas ça, je me barre. Mais ils en avaient rien à faire, les gens. Je sortais de la fac, ils disaient, ben vas-y, barre-toi. Mais je les ai tellement harcelés qu'ils m'ont donné ce que je voulais, au final. Et donc, moi, c'était vraiment mon challenge. Je jouais vraiment un rôle. Donc, pendant hyper longtemps, je jouais le rôle de la gentille, de la meuf bienveillante, etc. Et aussi parce que j'étais tellement, moi, négative et en colère que je supportais pas. Enfin, en fait, ma jauge de négativité, elle était déjà au plafond. Donc, je pouvais pas supporter que les clients, les personnes avec qui j'allais être en contact me donnent encore plus de négativité. Donc, c'était un challenge, et deux, une manière de me préserver, de dire comment est-ce que ce client ou ce collègue grognon, je vais réussir à faire en sorte qu'il m'envoie des ondes positives. Et donc, en fait, petit à petit, ça m'a fait changer. Et ça m'a fait devenir une meuf qui était finalement vraiment positive. Et je me suis dit, tiens, en fait, je me sens tellement mieux quand même. Ça a l'air d'être tellement plus moi. Et donc, c'est à ce moment-là, mais bon, voilà, je te dis, il m'a fallu bien 23 ans, quoi. C'était ma première année chez Dior où je me suis dit, ben, en fait, au-delà de jouer un rôle, je me sens plus moi et je vois l'impact que ça a. Et donc, du coup, c'est devenu plus naturel pour moi d'aller vers les gens, d'essayer de faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils passent un bon moment. Mais au final, au début, et j'ai encore cette approche un peu égoïste du customer care, mais c'était très thérapeutique et c'était pour moi. Et après, j'en ai fait mon outil dans ma vie professionnelle, mais c'était vraiment au début 100% égoïste en mode, si je fais en sorte que tu passes un bon moment, au moins, tu vas pas m'embêter. Et c'est bon. C'était vraiment ça. C'était plus je facilite la vie de mes clients, moins ils me font chier et mieux je me porte. Donc c'était complètement horrible. Mais au final, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce rôle que je jouais, c'était juste la personne que j'avais envie d'être et que j'étais peut-être depuis longtemps au fond, mais que je me suis voilée la face. Donc maintenant, c'est plus facile pour moi. Et partout où je vais, on me dit, oh, t'as une énergie de dingue, t'es super extravertie, ça se voit que t'aimes les gens et tout. Et moi, ça me fait rire doucement parce que je me dis, mais si mes parents, ils entendaient ça, et même s'ils me voient sur les réseaux et tout, ils me croient toujours pas. Au repas de Noël, ils croient toujours que je joue un rôle quand je suis sur les réseaux et tout. Même s'ils me reconnaissent, moi, Mélodie et un peu mon personnage Mélodius, parce que je suis un peu brute de pomme et compagnie. Il y a toujours une part d'eux qui y croit pas vraiment. Donc, c'est assez rigolo. Mais si on est vraiment introverti, c'est de se dire que, en fait, déjà, en règle générale, on récolte ce qu'on sème, qu'on y croit ou pas. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Et qu'on a toujours des bonnes surprises. Parce que c'est pareil, moi je suis arrivée dans l'entrepreneuriat sur les réseaux en me disant ça va être un monde de vipères, de coups bas, pas du tout de bienveillance, nanana. Et au final, vraiment, c'est mon moteur numéro un parce que c'est tellement plein d'amour, mais aussi parce que voilà, en dégageant une certaine énergie, on s'entoure des bonnes personnes. Et donc, vraiment se dire, ben voilà, cette personne-là, c'est comme si je la connaissais. Et puis si elle me répond pas, eh ben c'est OK. C'est pas grave. Le monde, il s'arrête pas de tourner. Et je passe à la suivante. C'est que on n'était peut-être pas forcément fait pour matcher. Et au final, tant mieux. Donc, en fait, on n'a rien à perdre si ce n'est passer un bon moment, en fait. Au pire, le pire qui peut arriver, c'est que ça va lancer une conversation qui va être cool. Et Mm. si ça lance pas de conversation, bah, c'est pas grave. Ouais, Je veux dire, ça change rien ça change rien à notre vie. Donc, en fait, on a tout à y gagner. Et il faut juste poser un peu le cerveau. Mais ça, c'est ce qui est Euh, plus dur. Au vu des deux visions que tu as déjà eues des clients, et pour le coup, je pense que tu as, comme tu le dis très bien, géré les clients les plus relous, les plus exigeants, qui attendent tellement de vivre un truc de ouf, donc tu n'as pas le droit à l'erreur, presque, tu as une pression comme c'est pas permis. Est-ce que, moi j'ai très envie quand même de te faire réagir à une phrase que moi j'ai beaucoup entendue pendant mes études, que l'on entend beaucoup dans les maisons de luxe, c'est que le client est roi. Le client peut tout te demander, le client a le droit à tout. Tu dois limite en fait te plier pour satisfaire un peu ses exigences à lui. Au vu de tout ton parcours, au vu aussi également de ce que tu m'as transmis, qu'est-ce que tu penses du fait que le client soit roi? Pour moi, le client n'est pas roi. Déjà, très, très, voilà, de manière très franche. Alors après, je nuancerai un petit peu en disant peut-être que si on se trouve dans une maison de luxe, dans un hôtel de luxe ou autre, le client n'est pas roi,
parce que ça ne veut pas dire qu'il a le droit de mal nous parler, d'être irrespectueux, ça non. Par contre, il est roi dans le sens, il est libre de faire les demandes qu'il veut, et c'est à nous d'essayer du mieux qu'on peut d'y répondre. Mais encore une fois, tout dépend de la manière dont c'est demandé. Chez moi en Corse, parce qu'on a une réputation d'être un peu des grognons, etc., on a tendance à dire tu es accueilli comme tu arrives. Donc, si tu arrives en étant respectueux et souriant, tu seras accueilli avec respect, avec le sourire. Si tu arrives en étant grognon, avec une seule image des Corses en tête, tu seras accueilli avec l'image que tu as dans la tête. Et même pour moi, c'est exactement pareil en fait avec les clients. Tout dépend de la manière dont c'est demandé. Donc, si le client me demande de lui décrocher la lune, mais qu'il me le demande d'une jolie manière, enfin, avec respect et que voilà, je vois que c'est important pour lui, je vais tout faire pour lui décrocher la lune. Ça, c'est sûr. Maintenant, il me demande de lui décrocher la lune en me faisant bien comprendre que je suis une pauvre crotte sur son chemin. Mais je vais lui dire très gentiment que ça se passe pas comme ça. Et ça, je l'ai toujours fait, et même quand j'étais chez Dior. Chez Dior, j'adorais remettre des clients à leur place en leur donnant le sourire. C'était mon truc. Désolée, je suis un peu vulgaire, mais je vais réussir à te dire que t'es con et ça va te faire plaisir que je te le dise. C'était vraiment un petit peu ça. Parce que pour moi, il n'y a pas de... C'est pas parce que tu as payé une montre 5 000 € que tu as le droit d'arriver sur mon bureau, me balancer la montre à la tronche en me disant, dans tous les cas, je ne paye pas le SAV. Non, en fait. Non, ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Et c'est pas oui, amen, ah, pardon, on est vraiment désolé, la montre elle est cassée, toutes nos excuses, tenez une coupe de champagne à macaron. Non, ça se passe pas comme ça. C'est demain, tu as une Lamborghini, tu vas faire ta vidange comme tu fais une vidange n'importe où. Et ta vidange, tu vas la payer 1500 balles parce que parce que tu t'es acheté le dernier RSQ8 de chez Audi ou un truc comme ça. Donc c'est pareil en fait. Donc pour moi, tout est dans la manière. En fait, on peut tout dire, on peut tout faire comprendre si on le fait dans les règles de l'art et avec une intelligence émotionnelle et relationnelle qui est forte. Et donc, pour moi, non, le client, il n'est pas roi. On doit essayer de satisfaire ses besoins du mieux qu'on peut, mais il y a des limites à poser. Et justement, pour moi, le customer care, l'expérience client, ça permet de poser ses limites sans froisser la personne. Parce que sinon, on risque de poser les limites et que la personne, elle se froisse et que ça vienne en fait ternir notre image de marque, ternir la qualité de notre service. Alors que si on le fait de la bonne manière, soit en fait c'est plein d'ingrédients, en créant un parcours optimisé, avec les bonnes informations au bon moment, avec les bonnes tournures de phrases pour annoncer une limite ou une mauvaise nouvelle, eh bien, il y a tout qui passe. Maintenant, si on dit au client, non, j'ai pas envie de le faire, ben, bien sûr qu'il va s'énerver. Là, je caricature un petit peu, mais c'est vraiment, pour moi, le client, il n'est pas roi. Peu importe qui tu es sur cette terre, la reine d'Angleterre ou le roi de je sais pas où, tu me dois le respect comme moi, je te dois le respect. Pour moi, c'est vraiment du 50-50. J'ai toujours été élevée comme ça et ça a toujours été, je pense, même une de mes forces dans l'univers du luxe parce que je me suis retrouvée face à des personnes très, très importantes de notre petit monde. Alors, soit des fois, tout simplement, je savais pas qui ils étaient, donc voilà. Mais ça m'a jamais empêché de leur faire des blagues, d'être souriante, d'avoir un luxe chaleureux de proximité et parfois de leur dire non avec un grand sourire, mais et de leur dire non. Alors, on peut pas vraiment dire non, mais voilà, de pas répondre à leurs attentes exactement comme ils voulaient. Et ça s'est toujours très, très bien passé. C'est toujours très, très bien passé. Il faut juste l'amener comme il faut et c'est tout l'art de l'expérience client justement. C'est tout ce que moi j'aide mes clients à faire, c'est de pouvoir tout dire, c'est de pouvoir assumer toutes les boulettes dans leur business, c'est de pouvoir poser les limites dont ils ont besoin pour bien s'épanouir dans leur business et pour fournir le meilleur aux clients sans que ça frustre le client. Et c'est aussi le rôle des Customer Care Managers, en tout cas dans ma vision, qui est peut-être une vision un peu différente des autres Customer Care Managers, parce qu'elle est très globale, parfois, de faire remonter les infos des clients à l'entrepreneur sans le vexer. Bah, ça aussi, on pense souvent de l'entrepreneur au client, mais il faut penser aussi que parfois, c'est du client à l'entrepreneur et de se dire, bah, des fois, l'entrepreneur va dire quelque chose qui va vexer le client, mais il y a aussi parfois le client qui va dire quelque chose et qui va vexer l'entrepreneur. Et moi, je fais vraiment le tampon entre les deux et du coup de dire, OK, si je le dis comme ça, sincèrement, bah, l'entrepreneur va mal le prendre. Il va se sentir blessé. Voilà, c'est notre travail personnel, c'est notre bébé. Donc, pour moi, tout mon rôle, c'est d'avoir cette neutralité entre la passation d'informations des clients
aux entrepreneurs, des entrepreneurs aux clients. Mais l'entrepreneur n'est pas roi et le client n'est pas roi. On est tous sur un pied d'égalité, ça c'est sûr. Et surtout, en fait, le fait d'adopter cette vision, moi, je trouve que ça permet aussi de renforcer le lien que tu crées avec la personne. C'est un peu comme quand tu dis oui à tout, en fait, au final, c'est tellement facile que la personne, elle s'attache même pas à toi, alors que le fait parfois de montrer que ou c'est pas possible, ou justement de justifier le fait que toi, tu n'arriveras pas à répondre à sa demande, ça crée aussi peut-être un peu d'empathie de dire, bah, au final, elle aura peut-être tout fait. Elle n'a pas réussi, mais au final, elle m'a écouté et du coup, je vais peut-être revenir la prochaine fois. Donc le lien, je trouve qu'il est plus fort quand limite, en fait, on a, alors oui, à ne pas faire exprès, bien entendu, mais Bien quand sûr. un peu de résistance quand même, c'est un peu comme quand, par exemple, tu économises, je sais pas, pendant 2, 3 ans pour acheter un sac, bah, tu peux être sûr que tu vas le porter, tu vas le chouchouter, tu vas l'adorer. À l'inverse que s'il te tombe tout cuit entre les mains, bah, passer une semaine, il est dans le coin de ton armoire et au final, tu prêtes plus trop attention. Donc je trouve que c'est un très bel équilibre que Ah tu trouves. oui, complètement. Il faut en fait toujours essayer de trouver une alternative, déjà de faire le maximum, d'essayer de proposer une alternative. Si on dit non, je peux pas le faire comme ça, forcément ça passe pas. C'est ok, ça je peux pas le faire aujourd'hui, mais peut-être qu'on peut faire ça, ou on peut faire ça, ou peut-être que je peux vous proposer ça, ou peut-être même des fois je peux vous recommander quelqu'un d'autre. Mais au moins on propose une solution. Et même moi ça m'est arrivé plein de fois, même si on recommande quelqu'un, et ben, en fait, ça ne veut pas dire que la personne, elle ne reviendra pas vers nous après. Moi, des fois, j'ai recommandé des personnes parce qu'on me demandait de faire des automatisations du parcours client. Et oui, le parcours client, c'est mon domaine, mais l'automatisation, en vrai, je sais le faire. Mais ça me plaît pas, c'est pas mon truc, ça me fait pas kiffer. Voilà, c'est pas moi, c'est l'intelligence émotionnelle, la stratégie de parcours client et tout. Faire des automatisations, c'est pas mon truc. Et je dis, mais ça, je le fais pas. Je peux t'en faire une ou deux pour voilà, dépanner, mais si c'est faire toutes les automatisations, bah non, dans ces cas-là, je préfère te recommander telle et telle personne. Moi, je te fais la stratégie, je te fais le parcours et elle te l'automatise. Parce que moi, je ne vais pas le faire ou ça va me prendre 1000 ans de le faire alors qu'elle va le faire en 1 heure. Et moi, ça va me prendre 1000 ans parce que j'aime pas le faire et que je le fais à reculons. Donc, cette honnêteté, cette transparence, ça marche très bien. Et moi, même dans mon ancien taf, un jour, je travaillais dans un palace à Courchevel et on me prévient, mon patron me prévient, j'étais directrice d'une boutique de luxe, et on me prévient qu'il y a un très grand oligarque russe, très ami de Vladimir Poutine, qui va arriver à l'hôtel. Et il devait arriver tel jour, et puis bon, un matin, j'ai un monsieur russe, bon, à Courchevel, bon voilà, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, qui arrive et qui me demande d'acheter quelque chose dans la boutique. Et c'est quelque chose qu'on m'avait interdit de vendre. C'était un gros nounours, en fait, voilà. Mais c'était une pièce historique d'une maison qui sortait d'un musée, etc. Et donc, j'avais absolument pas le droit de la vendre. Et ce monsieur russe voulait une nounours. Et moi, j'ai fait que lui dire non, 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 je peux pas le vendre. Je peux vous en trouver un autre. Je peux essayer de trouver un qui ressemble. Alors sinon, regardez. En plus, j'avais une boutique de haute joaillerie, horlogerie, donc rien à voir avec un nounours en peluche. Et donc, j'ai pas arrêté de lui dire non. Et lui, il me disait non, mais vous savez qui je suis? Je lui disais non, mais peu importe, en fait, je peux pas vous le vendre, mais je peux vous trouver ça. J'essayais de lui trouver des alternatives et tout. Vraiment, j'étais à fond. Et puis, moi, en plus, j'en rigolais avec lui. Je disais, non, mais regardez tout ce qu'il y a dans la boutique. Vous voulez pas acheter autre chose? Parce que bon, un nounours, bon, voilà, quoi. J'étais là. Et puis, bon, ça dure comme ça un petit moment. Et en partant, il me regarde. Et puis, en gros, il me dit, bon, ben, je remonte dans ma chambre. Vous avez tant de temps. Quand je redescends, vous allez me vendre ce nounours. Et moi, je lui dis, bah, je serais ravie de vous réaccueillir dans la boutique. Je pourrais toujours pas vous vendre le nounours, mais c'est avec plaisir que vous pouvez revenir. Et en fait, sauf qu'il est parti de la boutique et mon téléphone a sonné et c'est mon patron qui me disait, mais t'es folle, c'est machin. En fait, c'était le russe en question et qui arrivait plus tôt. Et moi, je savais pas parce que j'avais pas encore pris le temps d'aller voir sa tête, etc., parce qu'il était censé arriver plus tard. Et donc moi, je l'ai envoyé chier, entre guillemets, mais en rigolant en plus, avec humour. Voilà, voilà. Bon, il est revenu dans la boutique, je lui ai expliqué, voilà, on en a rigolé et tout. Mais après, tous les jours, il passait dans la boutique. Mélodie, comment ça va? Nanana. Il me plaisantait. En fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on lui avait prêté le nounours parce que c'était pour Noël, c'était pour son fils, etc. Donc, on lui a expliqué qu'on ne pouvait pas lui vendre. Mais s'il voulait le mettre dans son chalet, il pouvait l'avoir dans le chalet de telle date à telle date et qu'il fallait qu'on le récupère. Et donc, il me disait, ah, bah, il est bien le nounours, hein, au-dessus de ma cheminée. Hein, et en fait, au final, on a créé un super lien. Mais j'ai vu à sa tête que quand je lui ai dit non la première fois, il s'est dit, merde, mais j'ai pas l'habitude qu'on me dise non quand j'essaye d'acheter un truc, quoi. Et donc, parfois, en fait, c'est justement ça aussi qui va faire la différence. Et quand on est chef d'entreprise, alors, c'est encore une fois, tout est dans l'art et la manière. Et je lui ai pas juste dit non, j'ai toujours essayé de lui proposer des alternatives, etc., etc.
Mais surtout quand on est chef d'entreprise, parfois de tout simplement de poser ses limites et de le faire d'une jolie manière. Eh ben, on gagne dans notre posture de chef d'entreprise. On gagne en autorité, on gagne en légitimité et ça va pas forcément effrayer le client. Et au contraire, c'est ce qui va aussi favoriser que tout le reste de l'expérience, elle va être fluide. Parce que si on pose pas ses limites, on va se faire marcher dessus un peu, beaucoup, même si le client il le fait pas dans un comment dire, avec malveillance ou c'est pas méchant. C'est simplement qu'il ne va pas s'en rendre compte. Et vu qu'on ne dit jamais non, ben c'est normal, il va continuer de demander. Si le client, à chaque fois qu'il nous envoie un message à 22 heures, on lui répond, ben pour lui, c'est normal. Donc, il va continuer de nous envoyer un message à 22 heures. Sauf que nous, dans notre coin, on va être là, oh, il me saoule ce client, il me prend pour qui, moi, je ne suis pas à son service. On dit rien, on dit rien, on dit rien. Ça va dégrader les relations et à la fin, ça explose. Et ça fait que l'expérience client, le résultat et le souvenir du client à la fin, il est négatif. Donc, si on pose des limites et qu'on le fait bien, en fait, c'est ça qui va assurer que tout le reste de la relation, elle sera bien plus agréable. Donc, moi, je suis vraiment pour poser ces limites claires dès le début, quoi. Toi, maintenant, du coup, tu as un parcours qui est quand même, comme tu nous l'expliquais, hein, beaucoup sur le terrain. Après, Ouais, beaucoup de digital. Maintenant, tu maîtrises clairement les deux. Et maintenant, avec du coup la fin du Covid il y a quelques temps, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs ouais. organiser des événements physiques. Quel est Oui, aujourd'hui, et pourtant en plus là tu sors d'un événement physique de ce ouais. week-end, donc merci beaucoup en tout cas d'être là encore une fois. Euh, Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Si tu devais choisir au niveau du contact humain, de la relation que tu crées avec les gens, est-ce que le fait de créer du physique, ça crée une autre dimension complètement différente du digital? Comment ça se passe un peu toi de ton côté en termes d'énergie aussi, parce que ça doit prendre Ouais. beaucoup d'énergie, de gestion de soi, de gestion des autres. Il y a d'autres challenges et d'autres défis. Je pense qu'on pourrait Complètement. enregistrer un épisode entier sur la Ouais. gestion du physique. Mais toi, si tu devais choisir aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisirais? C'est hyper dur. Je sais pas, en vrai, je sais pas si je pourrais choisir parce que je pense que du digital, il me manquerait quelque chose. Et que du physique, ce serait quand même dur, tu vois. Ou en tout cas, si c'est que du physique, bah, ce serait ponctuel et bon, voilà, ça voudrait dire que c'est pour moi vraiment que pour le plaisir, ou alors je suis extrêmement bien payée sur chaque événement et que je peux le faire que de manière ponctuelle parce que c'est quand même beaucoup d'énergie. C'est vrai que en vrai, le physique, c'est ce que je préfère. C'est là où je me sens le plus à ma place. Moi, quand je fais mes conférences, mes ateliers, quand je suis en physique devant 70 personnes, à parler d'expérience client, d'entrepreneuriat, parce que pour moi, j'ai une vision très globale de l'entrepreneuriat avec une approche customer care. Donc, je ne vais pas juste parler de relations clients, d'expérience client, je vais te parler d'acquisition, de copywriting, de toute ta stratégie business axée autour de l'expérience client. Et quand je fais ça devant, voilà, en physique, devant des entrepreneurs, c'est là où je me sens le mieux. Quand je vois mes clientes qui arrivent, qui ont des étoiles dans les yeux, dans le lieu, qui à la fin de la journée, elles pétillent, je les ai entendues rigoler toute la journée, je les ai entendues se livrer, poser des questions, apprendre des choses, partager. C'est une vague d'amour juste immense, de satisfaction, de dingo. Justement, là, on sort de 2 jours exceptionnel et j'ai encore du mal un petit peu de redescendre de mon petit nuage parce que de voir voilà toutes ces clientes tellement heureuses de vivre ça parce que c'est vraiment ça pour moi l'expérience client, c'est faire vivre un moment. Je faisais vivre un moment avec les clients que j'avais en joaillerie, je faisais vivre un moment aux clients qui venaient en vacances. Et là, en fait, j'essaye au maximum de faire vivre des moments exceptionnels en ligne et c'est faisable. Mais quand on voit se concrétiser de manière physique, voir des personnes qui se sont jamais vues, qui échangent un petit peu sur une communauté et se retrouver en vrai, c'est juste extraordinaire. Moi, si j'avais l'énergie, les capacités physiques pour le faire, bah ouais, je ferais ça tous les jours. C'est clair. Et aujourd'hui, et soyons réalistes, je sais que je pourrais pas. Donc, c'est difficile de choisir. Mais je pense, en tout cas, moi, je peux que conseiller à toutes les personnes qui ont une activité dans le digital, encore plus peut-être aux formateurs, mais même peu importe aux thérapeutes, aux accompagnants, etc., aux coachs.
de faire des événements physiques ponctuels. C'est pas ça qui est rentable. Un événement physique, c'est pas rentable. Si on arrive à l'équilibre, on peut s'estimer heureux. C'est pas ça qui va faire vivre notre business. Mais par contre, en termes d'impact, de création du lien, d'attachement émotionnel du client, de fidélisation, de preuve sociale, d'image de marque, d'irréputation, mais c'est dingue. Moi, je sais que là, je sors de ce week-end, j'ai 70 clientes qui, pour ma cliente, du coup, c'est un événement que j'ai organisé pour ma cliente, dans lequel j'ai fait des ateliers, etc. Mais c'était organisé pour ma cliente et ses clientes. Je sais que ces 70 personnes-là, elles sont amoureuses à vie de l'offre de ma cliente. Et elles vont en parler partout autour d'elles et je sais qu'elles ont passé un moment dingue et qui les a marquées. Et ça, moi, c'est l'essence même de l'expérience client. Donc, pour moi, le physique, vraiment, si vous avez la possibilité, même si au début, c'est juste un petit événement, 15 personnes, sans chichi, voilà, faites-le. Parce que c'est vraiment, les retours sont tellement, tellement dingues. Mais c'est épuisant. Ça, on va pas se mentir, c'est épuisant en termes d'énergie, mais encore une fois, voilà, quand on fait la balance avec les retours qu'on a et l'impact que ça a sur une entreprise, sur un business, sur une offre, bon, ben, ça vaut largement la petite fatigue des 2, 3 jours qui suivent, quoi. trouve que je souris quand je t'entends parler parce que je me rappelle il y a quelques minutes où tu me dis franchement, moi les gens c'est vraiment pas mon kiff, franchement c'est des coffrages, j'ai pas envie. Et là en fait de t'entendre dire que tu arrives à faire vivre des expériences comme ça et de voir à quel point les gens se sentent bien grâce à ce que tu as créé, franchement je trouve que c'est dingue. Et je trouve aussi tu vois que le contraste est hyper intéressant de rester toi-même, d'avoir ta personnalité dans ton approche mais tout en restant hyper humaine. Et au final, je pense que le relationnel te va comme un gant. Euh, imaginons, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui voudrait créer justement cette fameuse expérience client et créer ce lien vraiment avec sa communauté en ligne. Comment est-ce que toi tu les aides? Est-ce qu'il est possible de travailler avec toi? Est-ce que tu fais pour nous? Est-ce que tu nous montres comment on fait? Comment ça se passe? Alors, je fais un peu tout, du coup. La seule chose que je ne fais plus aujourd'hui, c'est de la délégation, donc vraiment prendre en charge ton expérience client, ta relation client, le suivi de tes clients sur le long terme, parce que j'ai déjà 2 clientes avec lesquelles je travaille depuis 2 ans maintenant, sur lesquelles je me concentre à 100%. Et voilà, si je veux maintenir un niveau de qualité, je peux pas m'engager dans d'autres contrats pour le moment. Mais par contre, du coup, ce que je fais, il y a plusieurs possibilités. La toute première chose, on va dire, c'est qu'on peut très bien faire, par exemple, une consultation. Tu viens de te lancer, tu sais que l'expérience client, c'est important. Tu veux que ce soit carré et aussi que ce soit fluide pour toi. Donc, avoir les bons process pour faire de la qualité tout en faisant en sorte que tu n'y passes pas 1000 ans. On fait une consultation, j'étudie ton offre, ce que tu as envie de mettre en place et je te donne toutes les optimisations par étape, par tous les passages clés de l'expérience client. Je vais dire, ben voilà, tu peux mettre ça en place de telle manière, tu peux faire ça, tu peux faire ci, comme ça. Vraiment, je donne tous les détails. Donc, tu as tout un plan d'action de la phase de prospect, donc arriver sur ta communauté jusqu'à après la fin de la consommation de ton produit ou ton service. Je te donne toutes les actions que tu as à mettre en place. Donc ça, c'est une consultation parcours client. Après, il y a la possibilité que je fasse pour toi. Et donc là, c'est une création d'expérience client. Et dans ce cas-là, en fait, ben, on fait cette partie brainstorming. Et moi, je réfléchis à la stratégie. Je te propose la stratégie de parcours client. On la valide ensemble. Je m'occupe de créer les outils qu'il faut. Je te rédige tous les process, le cahier des charges pour ton équipe. Je forme ton équipe aux besoins. Je m'occupe de la coordination. Si tu n'as pas d'équipe, que tu es tout seul, ben, je te fais toutes les tutos pédagogiques, je t'explique tout pour que tu saches, ben, en fait, une fois que tout est mis en place, comment continuer de délivrer comme il faut. Donc vraiment, il y a toute la partie stratégie, création du parcours, des outils et la partie pédagogie, formation. Et donc là, au moins, je sais que la personne, elle a une expérience qui est construite sur mesure pour elle, pour sa cible, parce qu'on peut prendre moi c'est le cas, 2 clientes qui font la même chose, par exemple, qui font des formations business pour des entrepreneurs qui se lancent. Si elles ont un caractère différent, elles vont avoir des cibles différentes qui vont consommer différemment. Et donc, du coup, l'expérience client, elle est construite complètement différemment suivant la cible. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de personnaliser. Et donc, moi, je donne tout clé en main. Et au moins, tu es sûr que tu as une expérience prête à passer à l'action et qui sera optimisée parce que c'est aussi ça qui va apporter le plus de résultats à tes clients.
Donc voilà. Et est-ce qu'il y a autre chose? Je réfléchis. C'est les deux grosses offres principales. La troisième chose, mais là c'est plus axé pour les entrepreneurs et Customer Care Manager, c'est qu'il y a beaucoup de Customer Care Managers qui au final ne sont pas forcément formés ou n'ont pas forcément les compétences ou ne se sentent pas forcément à l'aise pour gérer la partie justement stratégie parcours client. Donc ils vont plutôt se concentrer sur les réponses aux emails, assurer un suivi du client, faire remonter les informations à l'entrepreneur, mais du coup, il manque un bout important. Et donc, moi, dans ces cas-là, ben, je m'incruste dans l'entreprise de la personne. Et cette Customer Care Manager ou ce Customer Care Manager qui travaille avec elle sur le long terme, ce que moi, je ne peux plus faire, et ben, je m'occupe de la suivre pendant X semaines, X mois pour la faire monter en compétences au sein même de l'entreprise de l'entrepreneur. Et voilà. De toute façon, c'est très complet et ça a été Oui, très clair. Je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast si ça vous intéresse, si vous voulez échanger avec Mélodie sur votre parcours, vous aurez tout juste en dessous. Un tout grand merci pour ton temps et merci c'est pour ça. ton partage. C'était un vrai plaisir et je te dis du coup à très bientôt. Merci encore et à très très vite.